De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Dans quelles conditions les élèves et les enseignants ont-ils repris le chemin de l'école après la réouverture décidée par le Conseil national de sécurité? Les mesures sanitaires sont-elles respectées? Autant de questions qui préoccupent le Sénat qui a invité la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, pour un grand oral à Yamoussoukro. Les nouvelles cartes nationales d'identité sont disponibles. L'Office national de l'état civil et de l'identification a procédé ce jour au démarrage de l'opération de distribution de cet outil sécurisé d'identification des citoyens. L'ONESI a choisi la ville de Bingerville pour lancer la distribution des nouvelles CNI. Les populations de Biabou, dans la commune d'Abobo, confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau potable, seront bientôt soulagées. 2 châteaux d'eau sont en construction au quartier Biabou. Ces châteaux d'eau vont desservir les quartiers de Cocody, Aniama, Abobo et une partie de la commune de Yopougon. L'Europe à tout prix, même en pleine pandémie, les candidats à l'immigration clandestine s'accrochent à leur rêve de rejoindre l'Europe au péril de leur vie. Mais la réalité est tout autre sur place et la Covid-19 a empiré les conditions des migrants dans les centres d'accueil. C'est le sujet du dossier de ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro avec le grand oral de la ministre de l'Éducation nationale devant les sénateurs. La ministre Kandia Camara, accompagnée de ses collaborateurs, a exposé sur les mesures prises par le gouvernement en faveur de l'école en cette période de crise sanitaire. Elle a évoqué notamment le téléenseignement qui a permis aux élèves de garder les cahiers ouverts pendant le confinement et les dispositions sanitaires prises dans les établissements. On en sait plus avec Kadès Sogodogo. Le Sénat reçoit la grande famille de l'école avec à sa tête la ministre Kandia Camara et le secrétaire d'État, Dr Brice Kwasi. La Chambre haute du Parlement, le Sénat, veut connaître les mesures prises en faveur de l'école dans le cadre de la pandémie du coronavirus. De nombreuses questions sont soulevées. Le patron du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, est dans son rôle de porte-voix. Aujourd'hui, l'école a repris sur toute l'étendue du territoire national depuis le 25 mai 2020. La nécessité de protéger les enseignants et les élèves a conduit le ministère à prendre des mesures, notamment la réduction de moitié des effectifs par classe et l'instauration de la double vacation afin de respecter les mesures de distanciation physique. Dans ce contexte, quelles mesures sont prises pour protéger les enseignants ainsi que leurs élèves? Les établissements scolaires disposent-ils de suffisamment de masques, de kits de lavage de mains pour assurer la sécurité sanitaire des enseignants et des élèves? Dr Brice Kwasi et tout un commando, tête pensante de l'école ivoirienne, sont autour de leur chef de file, Kandia Camara. Un récap est vite fait. 16 mars 2020, fermeture de l'école en Côte d'Ivoire. La Covid-19 est une réalité. Plus de 6 millions d'apprenants sont obligés de rester à la maison. Des actions ont été menées durant cette période jusqu'à mon école à la maison, le téléenseignement. Nous avons pris l'option du téléenseignement pour maintenir allumée la flamme de l'apprentissage et de la formation. Grâce au numérique et à travers les canaux de communication, nous avons mis en œuvre un programme conçu pour la circonstance et dénommé « Mon école à la maison ». La production de capsules pédagogiques vidéo et audio destinées dès le départ à la RTI, mais que l'on poste au fur et à mesure sur la plateforme www.école-ci.online. Pour la réouverture qui a commencé par l'intérieur du pays le 8 mai, des dispositions ont été prises pour maintenir l'école à l'abri de la Covid-19. La réouverture des classes et les dispositions prises pour achever l'année scolaire.
dans l'urgence. Il nous a fallu élaborer et mettre en œuvre un plan de reprise en 3 phases. 1. La mise en vacances des élèves du préscolaire dont le programme était pratiquement achevé. 2. La préparation des établissements scolaires à la réouverture. Et 3. L'achèvement des programmes et la préparation des évaluations finales. Ainsi, nous avons pu procéder à la distribution de masques de protection et de gel hydroalcoolique aux écoliers, aux élèves en classe d'examen, aux élèves maîtres des CAFOP et au personnel du ministère. Programme adapté pour être achevé. Organisation et réussite des examens à grand tirage. La pandémie ne réussira pas à impacter la qualité du travail des enseignants et la soif d'apprendre des élèves. Les examens vont se faire, mais il faut aussi ajouter qu'à la rentrée prochaine, 1 mois sera réservé à la mise à niveau de tous les élèves. Voilà, ça c'est important aussi à préciser pour que nous puissions redémarrer l'année scolaire 2020-2021 à partir du mois d'octobre. Kandia Camara a profité de son passage devant les sénateurs à Yamoussoukro pour annoncer le début des cours via la télévision pour les élèves de 4e et 1er le 15 juin. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est aussi à l'œuvre pour la bonne marche de son département. Après avoir rencontré les fêtières des associations de l'enseignement supérieur, le ministre Adama Diawara a échangé avec les fondateurs d'établissements supérieurs privés. Il leur a décliné sa vision et s'est aussi imprégné de leurs conditions de travail, comme nous l'explique Astou Touré. Rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et les responsables de grandes écoles supérieures et universités privées de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour Adama Diawara de décliner sa vision pour un enseignement de qualité et un environnement d'apprentissage apaisé. Les apprenants qui sont dans le supérieur privé représentent 45% de nos effectifs étudiants. Ça a un poids énorme dans notre dispositif. Nous nous sommes dit quand même un certain nombre de vérités, notamment sur la qualité de la formation et par ricochet, son impact sur le rendement externe du système, c'est-à-dire la possibilité pour les apprenants qui sortent du système d'enseignement supérieur privé d'être insérés dans le tissu économique. À cette première rencontre d'échange, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a insisté sur la nécessité de l'adéquation formation-emploi pour garantir des ressources humaines de qualité. Les maquettes pédagogiques, il faut regarder la façon dont on les élabore. Vous partez d'abord du bassin de l'emploi. Vous regardez quelles sont les filières qui sont porteuses d'emploi. Et à partir de là, on sait quel est le profil de formation à donner aux apprenants. Et c'est à partir de là seulement, en discussion avec les 13 branches professionnelles, donc avec le secteur privé, on définit le contenu des cours. Pour favoriser un climat d'apprentissage plus serein en cette période de crise sanitaire, Adama Diawara préconise aux fondateurs d'établissements supérieurs privés de Côte d'Ivoire des cours en présentiel dans le strict respect des mesures barrières pour les petits effectifs et des cours en ligne sous forme de visioconférence pour les gros effectifs. Des masques seront mis à la disposition du personnel enseignant et des étudiants. Des échanges fort appréciés par les fondateurs. Nous avons été vraiment satisfaits parce qu'il a donné les visions, l'orientation pour des formations de qualité et ce que l'État a mis en place pour que la vision du chef de l'État soit réalisée et pour que nous ayons des enseignements de qualité et des étudiants de qualité. Les examens du BTS 2020 sont prévus pour le mois de septembre, mais des aménagements techniques sont en cours de validation et seront communiqués ultérieurement. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours dans les conditions édictées, des visites inopinées dans les différentes écoles sont prévues. L'actualité, ce sont aussi les enquêtes qui sont en cours pour en savoir un peu plus sur l'attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi au nord-est ivoirien. Je rappelle un poste Nice, armée gendarmerie à Kafolo dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d'attaque par des individus armés. On déplore une dizaine de morts au sein des forces de défense et de sécurité. Au lendemain de cette attaque, la vie a timidement repris en attendant les conclusions de l'enquête, comme nous le dit Soro Corona. C'est avec la peur au ventre que les habitants de Kafolo se sont réveillés ce vendredi matin. C'est dans ce village situé à 7 km de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso que le corridor et une base de l'armée ivoirienne ont été attaqués par des hommes armés dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin.
Comment les populations de Kafolo ont-elles vécu cette nuit d'horreur? Côté ouest, c'est par là les détournements ont commencé. Et ça a commencé à prendre tout le village, presque partout dans le village. En particulier, le corridor qui est tout juste à côté du pont et la base militaire qui est là. Ah là, il y a eu beaucoup de détonations. De 3 heures jusqu'à 5 heures, il y a eu des détonations. Bon, Dieu merci, avec la peur, personne de la population civile a dit qu'il va sortir pour faire quoi que ce soit ou bien pour fuir. Depuis hier jeudi, un renfort de l'armée est présent sur le lieu pour un ratissage afin de mettre la main sur ces hommes sans foi ni loi. Une présence militaire qui rassure. Cette attaque vient mettre en péril le secteur touristique qui bat de l'aile ces derniers temps. Kafolo est une zone touristique bien fréquentée avec le parc de la Komoé. Cette année, nous n'avons eu aucun client. C'est pas très bon pour l'hôtel parce qu'il y a quand même des employés du village qui travaillent à l'hôtel et on est obligé de licencier énormément de personnes. Avant, ça se passait très très bien. On avait jusqu'à 5 à 6 000 personnes sur 6 mois, puisque c'est un hôtel qui est saisonnier, qui ouvre pendant la saison touristique, la saison sèche. C'est là que les touristes viennent et en saison des pluies, on est fermé. Les activités et le trafic routier ont timidement repris sous l'œil vigilant de l'armée déployée dans la zone. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. L'attaque des bases militaires de Kafolo est la deuxième attaque terroriste que connaît la Côte d'Ivoire après celle de Grand Bassam en 2016. Voilà, en image, nous prenons la direction du village de Diagouélé dans le département de Biancouman. La bourgade a été attaquée par des individus non identifiés à l'arme blanche ce vendredi vers 11h. Et selon les informations recueillies par notre correspondant, plusieurs maisons ont été incendiées. 2 personnes âgées ont été grièvement blessées. L'autorité préfectorale s'est rendue sur place pour s'imprégner de la situation et appeler les populations au calme. La Côte d'Ivoire est également au front sanitaire, le pays engagé dans le combat contre le coronavirus, mise sur la sensibilisation et la RTI fait sa part. Le coronavirus est toujours menaçant. Le virus continue de circuler. En témoignent les chiffres qui viennent d'être faits. Et ces chiffres donc, ont été livrés par le ministère de la Santé. Ce vendredi, on dénombre 280 nouveaux cas et 51 nouvelles guérisons, 4 décès. Nous y reviendrons certainement au cours de ce journal. Continuons de respecter donc les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 12 juin, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 10 856 cas, 48 décès. Au Sénégal, 4 851 cas confirmés, 56 décès. Au Mali, 1752 cas confirmés, 101 décès. Au Togo, 524 cas confirmés, 13 décès. Et dans le monde, on dénombre ce jour 7 675 768 cas confirmés, 426 152 décès. Pour barrer la route à la COVID-19 dans notre pays, on poursuit bien sûr la sensibilisation sur les gestes barrières au point presse du gouvernement, puisque, vous l'avez entendu, les cas augmentent. Les ministères de la Santé et de la Sécurité nous interpellent. Soyons prudents, la fin de la pandémie n'est pas encore. 223 nouveaux cas d'infection au coronavirus à la date du jeudi 11 juin sur près de 800 échantillons prélevés. La COVID-19 est en pleine progression dans le pays. Le Conseil national de sécurité, à l'issue de sa 6e réunion, a renforcé les mesures sécuritaires pour rompre la chaîne de transmission du virus. Le dispositif sanitaire s'est accru pour accueillir les populations dans les centres de dépistage. Le dispositif se renforce comme souligné par le CNS d'hier. Au moins 600 lits dans le Grand Abidjan, dont environ 98 lits de réanimation. 13 sites de dépistage de proximité ont été prévus, dont 11 opérationnels à ce jour et une cinquantaine d'équipes d'intervention rapide. À la date d'hier, on enregistrait 76 pensionnaires au Vitib, 93 à Ibis et 162 sujets contacts à l'INGS où il n'y a plus de voyageurs à ce jour. Concernant l'intérieur du pays qui n'est pas en reste de processus, au moins 10 sites de prise en charge intégrés avec le diagnostic et le traitement d'environ 388 lits, dont 290 d'hospitalisation et 98 de réanimation, sont en cours de réalisation à San Pedro,
Man, Odéné, Daloa, Gagnoa, Boaké, Korogo, Aboasso, Abengourou et Bouna. Aujourd'hui, le combat des autorités se situe au niveau de la prise de conscience collective. Ils sont nombreux à négliger le coronavirus. Chaque Ivoirien qui sort de chez lui est pour réflexe son masque et que ce ne soit pas un objet à mettre en poche, que ce ne soit pas un objet qu'on met sous le menton. Le masque, on doit le porter tel qu'il est. Bien entendu, à chaque situation, c'est contrainte. Je suis convaincu que la majorité des Ivoiriens ont épousé cela. Parce qu'ils ont envie de vivre, ils ont envie de prospérer, ils ont envie de voir leur pays prospérer et sortir rapidement de cela. L'Ivoirien, le bon, c'est celui qui aime s'amuser, c'est celui qui aime le show. Aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Mais si, pour qu'on passe ce cap-là, il nous faut porter le masque, chers frères et sœurs, quelle est la difficulté? Portons ce masque-là, et puis à échéance, on va sortir de là. Les patrouilles de surveillance du port obligatoire de masques circulent. Par jour, des centaines de personnes sont refoulées aux frontières, pourtant fermées jusqu'au 30 juin. Les transporteurs clandestins sont traqués par la police. Pour le porte-parole de la police, la répression va être associée à la sensibilisation. Voilà, restons prudents. C'était le point presse rapporté par Gabriel Zani. Le ministre de la Communication et des Médias apporte sa contribution à la lutte contre le coronavirus. Il a offert des supports de communication à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI et au corps préfectoral afin de les aider à lutter contre cette pandémie et à faire respecter les gestes barrières, ce dont a été réceptionné par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Reportage signé Abou Sanogo. 101 800 flyers et autocollants mis à la disposition du corps préfectoral et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire par le ministère de la Communication et des Médias pour que les actions de lutte contre la COVID-19 soient relayées sur le terrain. Il s'agit au bout de parvenir à un changement de comportement et à susciter l'engagement communautaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19. L'objectif visé est également d'amener nos concitoyens à une véritable prise de conscience afin qu'ils s'approprient les gestes barrières tels que le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique, le port de masques et la distanciation sociale d'1 mètre. Nous sommes particulièrement heureux de cette initiative. Nous savons que les préfets, les maires sont 2 groupes d'acteurs institutionnels du dispositif de lutte contre cette maladie de par leur proximité auprès des populations. Ces flyers et autocollants vont permettre aux bénéficiaires, acteurs clés du terrain, de poursuivre la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Nous allons les utiliser dans le cadre de nos comités départementaux de lutte contre les endémies que nous venons de réactiver, d'ailleurs sur instruction de notre hiérarchie. Ce don du ministère de la Communication et des Médias au corps préfectoral et aux collectivités s'inscrit dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus. Heureusement, cette crise sanitaire ne prend pas le dessus sur notre solidarité. En cette pandémie, la solidarité, bien sûr, envers le Centre national de transfusion sanguine s'accentue. Le CNTS nous invite à donner de notre sang pour sauver des vies. L'appel a été entendu par la grande chancellerie. Tout le personnel, vous allez le voir, vient au secours de la banque de sang en cette période de crise sanitaire. Éric Goré. Sur instruction de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, le personnel de cette institution de la République se soumet à une opération de don de sang pour sauver les vies des populations ivoiriennes. On sait qu'en temps normal déjà, les hôpitaux ont besoin du don de sang des populations et a fortiori pendant une période critique comme celle-là. L'initiative est du ministère auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions. Nous sommes aujourd'hui à la grande chancellerie parce que suite à l'appel lancé par M. le ministre à l'endroit des institutions de la République pour les exhorter à organiser des opérations de don de sang,
Les institutions ont répondu favorablement à cet appel. Les donneurs de sang bénéficient de plusieurs avantages, selon Dr Konaté Seydou. Quand vous donnez le sang, la quantité qui est prise, au bout de 3 semaines, cette quantité de sang est renouvelée par l'organisme. Ça rajeunit votre sang. Le fait de vous enlever un peu de sang améliore la circulation du sang qui est dans le corps. Et ceci permet d'éviter certaines maladies comme les accidents vasculaires cérébraux. Après la grande chancellerie, ce sera la Cour des comptes qui participera à son tour à cette opération de don de sang. Autre action à saluer, il s'agit des enfants. Ils donnent l'exemple en s'impliquant dans la lutte contre la COVID-19. Les lauréats de la télé-réalité 1 à 12 chantent pour lutter contre la propagation du coronavirus. Sensibilisés par la chanson, et c'est le but du collectif 1 à 12. Mais qui sont ces enfants? Vous allez le découvrir. Ce sont des anges engagés dans la lutte contre la COVID-19. Et Patricia Omouetia, notre reporter, les a rencontrés pour vous. Il est dangereux comme Ebola, qui fait des dégâts comme SIDA. On a tous peur de ça. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ils sont les lauréats de la télé-réalité 1 à 12, saison 1, organisée par Yes Communication et la RTI. Ils ont dû surseoir à l'enregistrement de leur album pour combattre la COVID-19 et sensibiliser les populations face à cette pandémie. Ces jeunes talents ont donc sorti un single intitulé Stop Corona. On fait plus d'accolade, on doit se saluer en distance. Chris Naounou, Marie-Grace et Samuel Yabo. Eux, c'est le collectif 1 à 12. C'est une première depuis le début de cette crise sanitaire, des enfants qui chantent pour sensibiliser à la lutte contre le coronavirus. Nous les avons rencontrés pour en savoir davantage. Ce qui m'a encouragée, c'est d'abord de pouvoir chanter pour pouvoir aider d'autres personnes à prendre conscience que la maladie, ce n'est pas un jeu. C'est dire à la population de porter les masques pour éviter cette maladie. Ils doivent se laver les mains ou soit, par défaut, utiliser des gels hydroalcooliques. Je suis en classe de 6e. On dit le corona ne tue pas les enfants. Soit, qui sommes-nous sans nos parents? À méditer. Je suis en classe de 4e. Je voulais dire à la population ivoirienne que le coronavirus est réel. Les consignes que le gouvernement a demandées, même si c'est difficile, il faut faire avec ça pour ne pas être contaminé du coronavirus. Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Dit-on stop coronavirus, respectons les gestes barrières. L'Europe à tout prix, peu importe la crise sanitaire dominée par le coronavirus, rien, vous allez le voir, ne freinera l'ambition de ces candidats à l'immigration clandestine en quête du bonheur. Ils tentent le tout pour rejoindre l'Europe au péril de leur vie via la Méditerranée. Pour eux, l'Eldorado, c'est forcément ailleurs, mais la réalité est tout autre sur place. Et la COVID-19 a empiré les conditions des migrants dans les centres d'accueil. Notre reporter chef connaît, de retour de l'Espagne, nous montre un pan de conditions de vie de ces migrants africains dans ce dossier. C'est avec les yeux hagards et remplis de mélancolie que Boubacar Salam fixe le balai mortel des vagues de l'Atlantique. Il écoute et réécoute en silence les voix de ses compagnons de fortune restés au fond de cet océan un après-midi de juin 2014. Ce jour-là, Boubacar fut l'un des rescapés de cette embarcation de migrants en provenance des côtes marocaines. Je ne peux pas conseiller même mon propre ennemi pour qu'il prenne la même route là. C'est pas évident en fait, c'est très dangereux en fait. Ce jeune homme âgé de 25 ans, originaire du Burkina Faso, a eu beaucoup de chance. En dépit d'énormes difficultés, il a réussi, contrairement à plusieurs autres, son intégration en Espagne. Il est aujourd'hui chef cuisinier et youtubeur à ses temps perdus. Ce matin du 28 janvier 2020, Boubacar est l'invité d'une organisation des droits des migrants installée à Melilla. Il est coopté pour la réalisation d'un long métrage sur l'immigration illégale. Ainsi, pour la première fois depuis 6 ans, l'ex-migrant traverse à nouveau l'Atlantique, mais cette fois à bord d'un ferry. Vous voyez, malgré que je suis dans les grands bateaux,
J'ai peur, en fait, j'ai peur. Imagine les gens qui prennent le petit bateau. Direction Melilla, une enclave autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, par ailleurs première porte d'entrée par excellence de l'immigration illégale en Europe. Ces dernières années, l'Espagne a été particulièrement éprouvée par les flux migratoires. En 2018, un peu plus de 21 000 migrants sont arrivés en Espagne par les villes de Ceuta et Melilla. Près du tiers a escaladé la barrière de la honte. Cette frontière grillagée sous haute surveillance militaire qui sépare l'enclave espagnole de Melilla du Maroc. Longue de 12 km et haute de plus de 7 mètres, cette triple barrière est séparée chacune de 13 mètres de fosse. Ces 3 barrières ont des lames et des fils barbelés sur toute leur façade. Il existe également une sorte de gaz asphyxiant contenu dans des tuyaux au-dessus de la grille. Mais à ma connaissance, ce gaz n'a pas encore été utilisé. Toutefois, les gardes des 2 côtés des barrières utilisent beaucoup de violence pour stopper les migrants dans leurs tentatives. Il arrive parfois que certains migrants aient des jambes ou des bras coupés ou fracturés. Des mesures de dissuasion et des abus qui n'enlèvent en rien la détermination des candidats à l'immigration. Cependant, le système d'accueil des migrants à Melilla et dans le reste de l'Espagne est mis à rude contribution et dépassé parfois par la forte demande. À notre arrivée le 29 janvier 2020 dans ce centre, une grève de la faim est déclenchée pour dénoncer les conditions de détention et la lenteur dans l'établissement de leur laisser-passer. On est en grève, on ne mange pas au resto, tu vois, on ne va pas sortir d'ici jusqu'en mort ici. Parce qu'ils n'ont pas le droit de nous garder ici. 2 Ivoiriens repérés sur les lieux nous expliquent leur aventure. Vraiment ici, on vit mal. On ne nous respecte pas. On n'a pas notre droit ici. On n'a pas droit à la parole. Autant ici, je vois que ce n'est pas ce que j'aurais demandé au bon Dieu. Pour arriver à leur fin, ces 2 Ivoiriens ont déboursé chacun la somme de 3 000 €, environ 2 millions de francs CFA. Dans le principe, lors de l'escalade de la barrière, s'ils sont interceptés par la Guardia Civile, entendez la police espagnole, ces migrants sont gardés dans ce centre d'accueil où ils devront attendre entre 3 et 6 mois un hypothétique laissez-passer. Ce fameux sésame leur permettra d'entrer à proprement dit sur le territoire espagnol, précisément à Madrid, où des organisations cette fois d'encadrement et d'insertion vont les recueillir. Nous sommes de retour à Madrid, dans le quartier de Calle Alberic. Ici, nous avons rendez-vous avec Etienne Assi, président d'une ONG d'encadrement, Africa Feliz. Les organisations qui les reçoivent là-bas nous appellent pour les chercher, pour leur trouver où dormir, où manger dans les premiers jours qu'ils arrivent. Et après, on leur facilite des zones où ils peuvent aller suivre une formation, où ils peuvent apprendre la langue. Généralement, les enfants, directement, on leur donne des papiers. Et à l'enfant et aux mamans. Il y en a qui viennent même, qui accouchent pendant la traversée. C'est vraiment dur. Etienne Assi est ivoirien. Il exerce dans l'encadrement des migrants depuis près d'une vingtaine d'années. Il se bat au quotidien pour leur insertion. Nombreux sont les jeunes migrants comme Hassan Koné qui ont bénéficié des services de la structure d'encadrement d'Etienne, qui fait partie de la dizaine de structures implantées à Madrid. Arrivé depuis décembre 2019, son rêve est de devenir footballeur. Ce soir, il effectue son premier test de recrutement avec le club Levante de la Liga espagnole. Si le test est concluant, Hassan percevra l'équivalent de 650 000 francs CFA par mois comme salaire, un appartement et un boulot à mi-temps dans une des entreprises partenaires du club. Une offre d'insertion alléchante pour ces jeunes migrants, pour la plupart étrangers, dans des centres de détention dès leur arrivée. Joseph Kwame, arrivé en Espagne en 2017, a également bénéficié de cette assistance. Aujourd'hui, les difficultés derrière lui, Joseph se rappelle tristement quelquefois des conditions dramatiques de sa traversée. Quand tu touches l'eau, tu es rentré, tu n'es pas rentré, ton argent diminue. C'est ça le problème. Si tu as payé, parce que quand tu touches l'eau, si tu touches l'eau, tu n'es pas rentré, ça fait 300 €. On en est 300 € dans ton argent. Il a essayé plus de 16 fois, tentation. La 17e fois, il joue rentré. Si jusque-là, la traversée des migrants et leur insertion économique a connu diverses fortunes, force est de reconnaître que la maladie à coronavirus les a accentuées. Déjà, même avant l'arrivée de la crise sanitaire, l'Espagne avait déjà commencé un protocole que quand les migrants arrivent sur ces territoires, ce que l'Espagne fait, c'est que l'Espagne les remet encore au Maroc. Et ça, c'est une violation comme ça des droits humains. Frontières terrestres et maritimes fermées,
Les subventions allouées aux centres d'encadrement revues à la baisse, les centres d'accueil pleins à craquer. En gros, les migrants sont livrés à eux. Et à l'arrivée en Europe, notamment en Espagne où je vis, on voit que les migrants, même dans les centres d'accueil, ils vivent un double confinement. Tous ceux qui étaient déjà là, qui étaient dans les centres d'accueil, repartis ça et là dans les différentes villes d'Espagne, étaient laissés pour compte parce que nous, on ne pouvait pas les assister. Malgré ces conditions exécrables, 82 embarcations, soit 1200 immigrés, ont accosté au large des côtes espagnoles durant les 2 mois de confinement en Europe. La bonne nouvelle est que le gouvernement espagnol a autorisé ceux qui étaient déjà là en situation irrégulière à aller travailler au secours des agriculteurs en période de cueillette. Il y avait un besoin de 60 000 personnes. Tous ceux qui sont allés à l'agriculture bénéficient aujourd'hui d'une carte de séjour de 2 ans. Comme on le voit, la crise sanitaire du coronavirus a rendu possible ce qui était impensable il y a environ 3 mois. Elle a l'avantage de lever un coin de voile sur la perception de l'immigration, longtemps considérée comme une menace, et pourtant. Voilà, l'Europe à tout prix, au prix de notre vie, l'Afrique doit dire non, car l'Eldorado, c'est ici et pas ailleurs. C'était un dossier de Cheikh Koné. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie et des Énergies renouvelables est à pied d'œuvre avec son équipe pour ne pas priver les populations d'électricité en cette période de crise sanitaire. Le ministre Abdourahmane Cissé vient de lancer justement à Agaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué, des travaux d'extension du réseau électrique. Il a annoncé que le gouvernement va élargir le programme Électricité pour tous aux différents marchés afin d'éviter les branchements anarchiques, sources d'énergie, sources d'incendie. Francis Boifo. Mise sous tension et lancement des travaux d'extension du réseau électrique d'Adjaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué. Ces travaux vont s'achever à la fin du mois d'août prochain. Nous avons autorisé la prise en compte de nouveaux travaux d'extension qui permettront l'installation de 81 nouveaux poteaux dans votre village. J'ai initié au nom du gouvernement des travaux de renforcement du réseau existant sur 5 km et réparer une centaine de lampadaires pour un montant d'environ 75 millions de francs CFA. 950 compteurs ont été donnés gratuitement à ces populations et ça va se poursuivre dans tous les 6 quartiers du village d'Agaoui-Koubé. Ma joie est grande et illimitée. Nous voyons que le gouvernement travaille pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. C'est leur souci permanent et nous ne pouvons que les encourager à continuer. Plusieurs autres quartiers de la commune de Port-Boué seront bénéficiaires de ce vaste projet d'extension du réseau électrique. Dans le cadre de la lutte contre les incendies dans les marchés, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables annonce. Nous allons intensifier le programme Électricité pour tous dans les marchés pour permettre à nos mères, nos sœurs, nos frères et sœurs qui travaillent dans ces marchés-là de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'avoir une énergie de qualité en évitant les branchements anarchiques qui sont souvent à l'origine de court-circuits et d'incendies. Le ministre Abdourahmane Cissé a mis à profit cette rencontre pour inviter les populations à participer massivement à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Il a également fait don de vivres et non-vivres aux populations d'Adjaoui-Koubé. Voilà, de l'électricité, mais aussi de l'eau potable. Les populations de Biabou, dans la commune d'Abobo, confrontées à des difficultés d'approvisionnement en eau potable, seront bientôt soulagées. 2 châteaux d'eau sont en construction au quartier Biabou de la commune. Ces châteaux d'eau vont desservir les quartiers de Cocody, Agnaman, Abobo et une partie de la commune de Yopougon. Grâce Kandou. L'eau source de vie est une denrée rare ici au quartier Biabou, dans la commune d'Abobo. Un véritable parcours du combattant pour s'en approvisionner. Pour avoir de l'eau, il faut se lever très tôt avec des bidons de 25 litres. Le bidon de 25 litres comme ça, on achète ça à 100 francs. 100 francs. Pour parfois quand c'est chaud, à 150. Chaque matin, on se lève pour aller chercher de l'eau à Bobaoulé. Souvent, si on s'en va à Bobaoulé, il y a beaucoup d'hommes. On s'en va, il y a un village, on appelle ça Djibi. On s'en va là pour chercher de l'eau pour livrer aux clients. On paye à 25 francs. Maintenant, on vient livrer à 100 francs les clients. Un cri du cœur qui trouvera bientôt des solutions. Pour combler le déficit en eau potable dans les communes de Cocody, d'Abobo et d'Anyama, 2 châteaux d'eau de 5000 m3 sur 35 mètres de haut
soit 10 000 m3 sont en construction à Biabou. Ces châteaux d'eau vont également desservir une partie de la commune de Yopougon. Coût des travaux, 10 712 millions de francs CFA. Les travaux de ce projet ont démarré le 1er juin 2018 et prennent fin en décembre 2020. L'eau qui sera traitée à partir de la station de traitement d'eau potable de l'AME sera acheminée dans deux réservoirs de tête de 5 000. Donc on aura sur le site une quantité d'eau de 10 000 m3 qu'on va prendre pour alimenter la population d'Abidjan. Aujourd'hui, nous produisons environ 640 m3 par jour et les besoins jusqu'en 2025 vont être évalués à 862 m3 par jour. Alors ce déficit d'environ 222 m3 par jour sera comblé par le château d'eau, par ce projet-là qui va produire, n'est-ce pas, 240 000 m3 par jour. Ces deux châteaux d'eau de Biabou en construction ont une particularité. Donc la particularité de la réalisation de ces châteaux, d'habitude les châteaux, on les fait de bas en haut, radier, fût, cuve, coupole. Ça oblige, compte tenu des hauteurs, si on devait faire comme ça sur ces châteaux-là, d'avoir un étaiement énorme, absolument gigantesque. Donc une technique qui est employée depuis quelques temps quand même, qui a été faite pour les châteaux de Djibi et de Ndautré, on réalise la cuve au sol. Et après, une fois que c'est terminé, on monte la cuve jusqu'à se mettre en place, on lit le tout, et ça permet un gain de temps et des économies substantielles en moyens. Ces châteaux d'eau de Biabou s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la rivière de l'Amé. Coût global du projet, 212 milliards de francs CFA. Et on n'oublie pas aussi d'assainir notre environnement. Dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié aujourd'hui même un exercice du plan Polymar. C'est un plan national d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer. Pour tester l'opérationnalité de ce plan, une simulation a eu lieu ce matin dans la commune du Plateau. C'était en présence de notre reporter Grace Kanto. La direction du Centre ivoirien anti-pollution a été informée par le Centre de coordination de sauvetage maritime qu'une collision a eu lieu en mer ce vendredi à 5h43. Une cellule de crise a été mise en place pour organiser et entreprendre des actions de lutte afin de juguler cette pollution. Cette situation est subséquente à de mauvaises conditions météo-océaniques et à une défaillance des moyens de transmission. En effet, un navire de type Oro transportant des véhicules et sortant du port autonome d'Abidjan est entré en collision avec un tanker de type Aframax en détresse transportant 120 000 tonnes de pétrole brut lourd et cela à l'entrée du canal de Vridi. L'accident qui a eu lieu à environ 3 km de nos côtes a provoqué une brèche dans la coque du pétrolier, entraînant une fuite importante de 20 000 tonnes d'hydrocarbures, dont la nappe se dirige dans le canal et bloque en ce moment l'accès au port autonome d'Abidjan. Cette situation n'est pas une réalité, elle est plutôt un exercice de simulation. C'est le plan national d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières dénommé Polymar. C'est une organisation qui regroupe un comité interministériel de lutte. Nous organisons, disons, ces exercices pour développer le réflexe des membres pour qu'en cas de situation réelle, on puisse déjà avoir le réflexe de l'exercer. Nous l'avons fait en 2017 à Sini, en 2018 on était à Jacquesville, en 2019, on était à San Pedro et cette année, on est à Abidjan. C'est en 2015 que la Côte d'Ivoire a élaboré et validé son plan national d'urgence de lutte contre les pollutions. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de l'autorité nationale de la presse, l'ANP.
Dans un communiqué publié le 11 juin 2020, l'Autorité nationale de la presse, ANP, interpelle la presse nationale, imprimée et numérique sur la reprise systématique d'articles de médias étrangers. Dans ce même communiqué, l'ANP rappelle que l'extraterritorialité d'une production ne saurait justifier la sincérité des sources et partant sa publication sans réserve. C'est pourquoi l'autorité appelle rédaction à la mesure et au respect des dispositions professionnelles dont elles devront assumer les manquements. Je l'annonçais dans les titres, les nouvelles cartes nationales d'identité sont disponibles. L'Office national de l'état civil et de l'identification a procédé ce jour au démarrage de l'opération de distribution de cet outil sécurisé d'identification des citoyens. L'ONESI a choisi la ville de Bingerville pour lancer la distribution officielle. Franck Quadio. Bingerville, sous-préfecture. Dans cette salle, début de la phase de démarrage de la distribution des cartes nationales d'identité, présentation du récépissé d'enrôlement, vérification des informations puis authentification par l'index, les différentes étapes nécessaires à l'obtention de la précieuse carte, un soulagement pour ce pétitionnaire. Je viens de recevoir à cet instant même ma nouvelle carte d'identité et c'est avec vraiment une grande joie. Et je voudrais encourager les frères qui ne se sont pas encore enrôlés à le faire. Ils sont une trentaine sélectionnés par l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification pour cette phase symbolique de démarrage. Des pétitionnaires qui découvrent les caractéristiques de cet outil dit sécurisé par le directeur général de l'ONESI. Les informations y sont gravées au laser, elle n'a pas besoin d'être plastifiée. Également, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une carte qui pourra offrir des services électroniques dans les mois à venir aux Ivoiriens, tels que la signature, par exemple, des documents de façon électronique, etc. Il est très important de ne pas se ruer vers les centres de distribution de façon systématique. Les pétitionnaires seront notifiés par SMS. Donc, tant que vous n'avez pas reçu votre SMS, c'est que la carte n'est pas encore acheminée vers le centre de distribution. Donc, vous recevrez le SMS vous indiquant où votre carte est disponible. Nous démarrons aujourd'hui donc officiellement par Bingerville. Nous allons nous étendre la semaine prochaine, surtout à Abidjan, et nous poursuivons à l'intérieur du pays la semaine qui suit. La nouvelle carte d'identité, un document administratif qui s'inscrit dans la pérennité. C'est la première carte sur laquelle va figurer le numéro unique d'identification, qui donc sera assigné à chaque Ivoirien. Donc chaque Ivoirien aura son numéro unique d'identification qui se retrouvera à terme sur tous les autres actes administratifs. Les nouveaux majeurs, comme ceux venus pour le renouvellement, expriment leur satisfaction. Ma carte d'identité, je ne voyais plus la photo, donc j'étais obligé de la renouveler. Donc dans ce sens, je suis venu faire le renouvellement et aujourd'hui, j'ai obtenu ma carte d'identité et je suis très heureux. La nouvelle carte nationale d'identité, désormais disponible certes, mais l'opération d'enrôlement suit son cours. L'ONESI invite les populations à ne pas négliger cette opération dont la phase dite généralisée a débuté le 17 février dernier. Reprofilage de certains axes routiers, électrification de plusieurs villages, réalisation de châteaux d'eau, financement pour l'autonomisation des femmes. Ce sont entre autres les projets en cours à Zoukoube, dans la région du Haut-Sassandra, des actions du gouvernement que les femmes et la chefferie traditionnelle de cette localité apprécient à juste valeur. Et bien pour célébrer le développement entamé à Zoukoube, les femmes ont initié une journée d'hommage au RHDP. On en sait plus avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Nous sommes à Zoukoube, à environ une cinquantaine de kilomètres de Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. L'enceinte de la mairie abrite un hommage au RHDP à l'initiative de cette célébration des femmes de différentes fédérations. Elles sont bénéficiaires de plusieurs projets pour leur autonomisation. Nous avons reçu des dons, des tricycles, des matériels pour le travail agricole. Et en plus de ça, il nous a donné 10 millions de francs pour que les femmes essaient de quitter dans la pauvreté. Les élus, cadres et chefs traditionnels ont apporté leur soutien à ces femmes de Zoukoube. Ceux-ci affirment qu'ils sont en phase avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Tous d'accord avec le choix de Amadou Gon Coulibaly, candidat à la prochaine élection présidentielle. Sortir la femme de la pauvreté est déjà une bonne chose pour toute la population. Et il y a eu le château d'eau de Belleville que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné. Ensuite, il y a le reprofilage lourd
de la voie Zoukoubé-Domangbe qui est en train de se faire. Voilà des actions concrètes que l'État ivoirien est en train de faire pour nous. Je suis confiant parce que c'est moi qui sillonne. Je sais combien de fois ces chefs, ces femmes, ces jeunes ne m'ont pas de RADP. La ministre Bakayokoli Ramata, marraine depuis plusieurs années des fédérations des femmes de Zoukoubé, par ailleurs coordinatrice du RHDP région d'Unzi, s'est félicitée de la mobilisation et a salué la motivation des femmes à se prendre en charge. Elle joue un rôle très important parce que ici c'est vraiment le grenier aussi de la Côte d'Ivoire dans la sécurité alimentaire, par l'approvisionnement des marchés en vivrier. Déjà, nous avons organisé ici la journée mondiale de la femme rurale qui a été célébrée en présence de la secrétaire d'État. Et ça a permis aux femmes d'avoir du matériel agricole, d'avoir même un fonds pour leurs activités génératrices de revenus. Le message, c'est de s'inscrire, c'est que les militants et sympathisants RHDP doivent être sur la liste électorale. Bakayokoli Ramata a surtout souligné la parfaite cohabitation entre les différentes communautés du département. Toujours à l'intérieur du pays, le ministre Moussa Dosso, coordonnateur régional du RHDP du Béré, en tournée de remobilisation sur place donc de Dianra à Konaïri en passant par Mankono. Moussa Dosso a invité les populations à se faire enrôler en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Kader Sokodogo. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix n'entend pas céder de terrain dans la région du Béré. Son coordonnateur régional, le ministre Moussa Dosso, garde le contact en permanence avec la base. Il est régulièrement sur le terrain. Pour coller à l'actualité du moment, à savoir l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité et l'inscription sur la liste électorale, une tournée a été initiée. De Konaïri à Tinigoué, Dianra, Sarala jusqu'à Mankono, le message était clair. Obtenir sa carte nationale d'identité CNI et s'inscrire sur la liste électorale. Dans la région du Béré, les frais liés à la confection de la carte nationale d'identité, à savoir l'extrait de naissance et le certificat de nationalité, seront à la charge du ministre Moussa Dosso. Je compte sur vous pour que les parents se décident à rejoindre tous les bureaux qui ont été mis à votre disposition pour l'enrôlement. Dans sa tournée, le coordonnateur régional est revenu sur le bilan du RHDP, d'où le choix porté sur Amadou Gon Coulibaly pour poursuivre l'œuvre d'Alassane Ouattara. La mission également va servir bien sûr à faire la promotion du candidat Amadou Gon Coulibaly dans nos régions. Ce candidat qui du reste qui est comptable du très positif bilan du président Alassane Ouattara, nous ne le disons pas suffisamment car c'est un homme de dossier à qui le président de la République, depuis plus d'1 an, a confié les rênes du gouvernement, mais sur l'ensemble des grands dossiers de la République. La sensibilisation pour le respect des mesures barrières a occupé une bonne place durant cette tournée. Moussa Dosso a également offert du matériel roulant, des ordinateurs et des imprimantes pour faciliter la mission du RHDP sur le terrain. Une délégation de la direction exécutive du RHDP en charge des élections a rencontré les militants du RHDP de la région de Gbeke. Au centre de cette rencontre, la formation des militants sur le processus électoral. Kwado Kwame, Jean de Dieu de RTI Boaké. Les délégués départementaux, communaux et de secteur, les présidents de section, les cellules de gestion des élections et les structures spécialisées du RHDP de Gbeke ont pris part à cette formation sur le processus électoral. Pour le chef de la délégation, le RHDP part à la présidentielle 2020 avec suffisamment d'atouts. Avec en prime le bilan évocateur du président Alassane Ouattara. Mais il faut éviter d'être déconnecté des réalités sur le terrain. Le président Ouattara a fait un travail colossal en peu de temps. Et cela est valable, n'est-ce pas, dans tous les secteurs. Routes, électrification, adduction d'eau. Kouyaté Aboulaye a surtout rappelé les points essentiels de la mission, la population cible et ce que la direction exécutive chargée des élections attend des cadres du parti. Nous voulons anticiper pour mettre le plus de chances de notre côté pour gagner ces élections-là au premier tour.
nous voulons avoir à notre côté, au niveau du RHDPI, le maximum de nouveaux inscrits, à savoir les nouveaux majeurs. De telle sorte qu'au bout du compte, nous ayons plus de 60% des personnes inscrites sur les listes électorales pour que ces élections-là se fassent au premier tour. Nous attendons les cadres du parti d'assister à tous les niveaux, n'est-ce pas, les militants. Le coordonnateur régional associé et le coordonnateur départemental ont dit leur joie d'accueillir la délégation pour la mise en place des moyens pratiques pour sortir victorieux de la future présidentielle. Une formation qui suscite une réelle motivation et renforce les acquis pour une efficacité certaine sur le terrain. Merci à vous de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly. Demain, 13h, Hamza Diaby. Et moi, je vous retrouve encore demain à 20h. Très belle soirée. Prenez surtout soin de vous.